La question juive, ce qu'on a appelé la question juive, pour moi, ce n'est pas tellement un objet d'érudition. Euh, je, euh, je ne suis pas un philologue. La question juive, pour moi, est tout simplement une, un prisme, hein, ou une fenêtre. Une fenêtre qui s'ouvre sur un paysage beaucoup plus large, qui la dépasse largement. C'est comme un prisme à travers lequel on peut étudier l'histoire contemporaine, et notamment bon, mon domaine qui est l'histoire de l'Europe contemporaine. Et, et donc, la question juive, c'est une manière d'aborder des questions générales à partir des marges, mais des marges qui sont très liées au centre aussi. Il y a cette formule qui me plaît beaucoup d'un historien américain de la République de Weimar, the outsider as insider, être à la fois au cœur d'un problème, des contradictions qui traversent la modernité, et être à la marge, au sens de exclu du pouvoir, et placé dans un observatoire, dans une position qui permet de porter un regard critique un peu sur le monde environnant. Et donc, de ce point de vue-là, la question juive me paraît très, très intéressante. Il y a un lien très organique, disons, profond entre, d'une part, l'émergence du yiddish comme langue moderne, comme langue nationale de culture moderne, et d'autre part, l'émergence d'un socialisme juif, d'un mouvement ouvrier juif, et finalement de ce que j'appelle dans ce vieux livre que tu cites le judéo-marxisme, c'est-à-dire une interprétation juive du marxisme. Euh, alors, il y a un décalage que plusieurs historiens ont mis en lumière, ont étudié, entre la Haskalah. La Haskalah, c'est les lumières juives. Euh, la Haskalah en Europe occidentale, et la Haskalah en Europe orientale. Euh, la grande figure intellectuelle des Lumières juives en Allemagne, c'est Mendelssohn. Et donc, c'est la fin du XVIIIe siècle. Et la Haskalah en Allemagne engendre un processus d'assimilation linguistique et culturelle. Donc, les Juifs d'Allemagne qui abandonnent le yiddish et qui acquièrent l'allemand, et qui vont refaçonner la culture allemande par leur présence, leur production. En Europe orientale, la Haskalah arrive plus tard, avec presque disons, plus d'un demi-siècle de décalage. Et donc, la Haskalah, les Lumières juives surgissent dans un monde en pleine mutation, un processus de modernisation sociale, économique, culturelle, et aussi dans un contexte profondément marqué par l'antisémitisme du régime tsariste. Et par conséquent, le yiddish en Europe orientale n'est pas la langue du ghetto, la langue du passé, un archaïsme, disons, dont les modernistes et les modernisateurs veulent se débarrasser, mais devient le vecteur de
ce processus de transformation et de modernisation. On assiste à la naissance d'une langue yiddish qui se veut une langue nationale, mais moderne, qui veut dialoguer avec les autres grandes cultures occidentales de l'époque. Et il se trouve qu'il y a une intelligentsia socialiste qui est au cœur de cette modernisation du yiddish. Et comme le yiddish est la langue parlée par les juifs de Pologne, de Lituanie, de Biélorussie, d'une partie de l'Ukraine, eh bien, il devient la langue aussi du socialisme, d'un mouvement ouvrier, d'un socialisme juif. Il y a cette symbiose, disons, qui s'instaure entre modernisation de la culture juive, naissance d'une langue yiddish moderne et émergence du socialisme juif dont le Bund est un peu l'expression la plus emblématique et la plus importante. Or, tout ce processus concerne une partie du monde juif. Il y a une autre partie du monde juif, qui est aussi le monde juif de l'Est, non seulement l'Allemagne ou l'Europe occidentale ou l'Empire habsbourgeois, mais toute une partie de l'Empire tsariste, les grandes villes, Saint-Pétersbourg ou Moscou, où il y a ce qu'on appelle les juifs d'exception, qui sont des petites minorités, mais qui jouent un rôle parfois très important sur le plan culturel, ou une partie de l'Ukraine. Et puis il y a tous ces intellectuels juifs exilés et émigrés à l'Ouest, qui sont extérieurs à cette transformation du monde juif polonais surtout, qui produit la modernité yiddish, et qui perçoivent toujours le yiddish comme une sorte de vestige du Moyen-Âge. Et eux, ils sont contre le yiddish. Rosa Luxembourg écrit des pages très violentes contre le yiddish comme une langue ancienne, héritage d'un passé qui est complètement révolu. Et il y a une intelligentsia juive qui recuse le yiddish. Et qui pense entre les langues, entre le russe et l'allemand, par exemple, dans plusieurs cas, et qui débouche sur ce phénomène que beaucoup plus tard, Isaac Deutsch, dans les années 50, mais lui, c'est un peu son histoire, il vient de là, il définira les juifs non-juifs. Et les juifs non-juifs sont les juifs qui ont abandonné le judaïsme, qui ont récusé le monde juif comme un héritage lourd et désormais obsolète dont il fallait se débarrasser, donc qui récuse le judaïsme comme une religion et donc comme une forme d'aliénation et d'obscurantisme culturel, idéologique, et qui veulent s'approprier la modernité, mais qui en même temps sont constamment renvoyés à leurs origines juives par l'antisémitisme environnant, et qui parfois s'assument comme juifs par dignité et par volonté de s'opposer à l'antisémitisme qui est, il ne faut pas l'oublier, dans l'Europe du tournant du XXe siècle, l'antisémitisme est un des piliers des cultures nationales. Est un des vecteurs de formation des nations modernes.
Et donc cela produit ce phénomène étrange des juifs non-juifs, qui sont des juifs athées, des juifs laïcs, mais qui sont en quelque sorte obligés de se reconnaître comme juifs à cause de l'antisémitisme. Donc il y a cette dialectique entre un socialisme juif porteur d'une revendication nationale, revendication des droits nationaux aussi pour les juifs, considérés comme une communauté nationale opprimée, et cette intelligentsia juive complètement assimilée. Il y a une dialectique assez intéressante entre les deux. Le communisme, et cela vaut pour le KPD parce qu'il était au cœur du problème entre 1930 et 1933 en Allemagne, au moment où le nazisme a surgi et s'est emparé du pouvoir, mais c'est un phénomène beaucoup plus large. D'une manière générale, le communisme, le socialisme, le marxisme, si on parle en termes généraux, après il y a évidemment des exceptions, mais d'une manière générale, ces courants de pensée et ces courants politiques ont été aveugles vis-à-vis de la montée du national-socialisme, du danger que le national-socialisme représentait pour l'Allemagne et pour l'Europe, et aveugle vis-à-vis de la dimension antisémite du nazisme. Alors, bien sûr, il y avait cette vision de l'antisémitisme nazi comme d'une tactique, une arme de propagande pour diviser les travailleurs, pour désigner un bouc émissaire, ce qui était en partie vrai. Parallele zu dieser jüdischen Wanderung durch die ganze Welt bieten uns die Massenwanderungen eines ebenso ruhelosen Tieres, der Ratte. Die Ratten begleiten als Schmarotzer den Menschen von seinen Anfängen an. Ihre Heimat ist Asien. Von dort aus wandern sie in riesigen Scharen über Russland und die Balkanländer nach Europa. Mitte des 18. Jahrhunderts sind sie schon über ganz Europa verbreitet. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts nehmen sie mit dem wachsenden Schiffsverkehr auch von Amerika Besitz und ebenso von Afrika und dem fernen Osten. Wo Ratten auch auftauchen, tragen sie Vernichtung ins Land, zerstören sie menschliche Güter und Nahrungsmittel. Auf diese Weise verbreiten sie Krankheiten, Pest, Lepra, Typhus, Cholera, Ruhr und so weiter. Sie sind hinterlistig, feige und grausam und treten meist in großen Scharen auf. Sie stellen unter den Tieren das Element der heimtückischen unterirdischen Zerstörung dar. Nicht anders als die Juden unter den Menschen. Das Parasitenvolk der Juden stellt einen großen Teil des internationalen Verbrechertums. Mais évidemment, c'est une vision étriquée et très réductrice du phénomène. Mais d'une manière plus générale, il y avait une incompréhension de l'antisémitisme comme élément constitutif et structurant du national-socialisme. Et derrière cette incompréhension, il y avait une vision de l'antisémitisme comme, encore une fois, comme héritage d'une époque prémoderne, comme une survivance. La modernité va vers le dépassement des frontières nationales, des souverainetés nationales, des États-nations, et vers le dépassement des religions, des clivages religieux. Et donc, aussi bien le judaïsme que l'antisémitisme sont des archaïsmes, sont des survivances du passé.
Et du coup, avec cette vision qui est une vision téléologique de l'histoire. L'histoire va vers le socialisme et, en se modernisant, elle progressivement réduit et finalement efface ces formes d'obscurantisme héritées du Moyen Âge. Des formes d'oppression religieuse, etc. Et du coup, l'antisémitisme devenait quelque chose de tout à fait secondaire. Les communistes allemands ont adopté, bon, on le sait, l'idée du social-fascisme en Allemagne entre 1930 et 1933, désigné comme ennemi principal la social-démocratie plutôt que le nazisme. C'est aberrant, c'est totalement aberrant. Et là, c'est disons, une dérive extrême. Mais une des prémices de cette attitude, c'est cette incompréhension radicale. Et là, on pourrait dire aussi que ce n'était pas simple de voir cela en 1930. Donc on ne peut pas non plus présenter les choses comme si cette compréhension aurait pu être facile à l'époque, mais à la fin de la décennie, au début de la Deuxième Guerre mondiale, quand même le national-socialisme avait un profil beaucoup plus clair et reconnaissable. C'était devenu assez évident que le nazisme avait un projet expansionniste, impérialiste, qui consistait à s'emparer de ce qu'on appelait l'espace vital. Et donc, le pangermanisme avait pris une forme radicale et s'orientait vers l'Est de l'Europe. Cela voulait dire une guerre contre l'Union soviétique et aussi l'extermination des Juifs comme une dimension de cette politique d'expansionnisme et de destruction du communisme. Les différents aspects s'emboîtent. Il n'y a pas de différence entre la conquête de l'espace vital, qui est une forme d'impérialisme, de colonialisme déplacé en Europe au cœur du XXe siècle, la destruction du communisme et l'extermination des Juifs. Ça va ensemble. Eh bien, le marxisme à l'époque n'a pas compris cela. Je dirais dans toutes ses composantes. Si on lit, je ne dis pas les textes que peuvent produire les partis communistes de l'époque, mais si on lit les textes des théoriciens, je ne sais pas, de l'école de Francfort pendant la guerre, il n'y a pas cette compréhension. C'est quelque chose qui reste un point aveugle. Dans ce livre, j'ai essayé d'expliquer que le marxisme et la question juive, ce n'est pas une théorie qui se confronte ou qui essaye d'analyser un objet, la question juive, comme deux choses différentes. Bon, il y a les marxistes d'un côté, la question juive de l'autre, les marxistes qui étudient la question juive. Il y a une imbrication profonde entre les deux. Les deux sont entremêlés. On ne peut pas les séparer. Autrement dit, si on veut faire une histoire du marxisme, non pas comme une histoire des idées abstraites, mais une histoire intellectuelle du marxisme. Et donc le marxisme comme courant de pensée avec des sujets, avec des acteurs,
qui agissent et qui interagissent dans un contexte historique. Alors, il faut bien reconnaître que le marxisme a été porté, incarné, développé, élaboré par l'intelligentsia juive, qui en a été une des composantes fondamentales. Bon, évidemment, cela ne veut pas dire que le marxisme et le judaïsme soient la même chose, parce qu'il y a un marxisme en Asie, où il y a un marxisme dans l'Europe latine, dans lequel les Juifs ont joué un rôle marginal ou secondaire. Mais si on veut étudier l'histoire du marxisme comme courant intellectuel, il faut reconnaître l'importance qu'ont joué dans cette histoire des intellectuels juifs. Et en même temps, si on veut étudier l'histoire du monde juif, et non pas comme l'évolution d'une pensée théologique, tout simplement, mais comme l'histoire d'un monde intellectuel, eh bien, le marxisme a joué un rôle très important dans les processus de modernisation, dans les mutations intellectuelles, et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on ne peut pas séparer les deux. Or, après la Deuxième Guerre mondiale, cette configuration change radicalement. L'extermination des Juifs en Europe signifie aussi l'extermination de cette intelligentsia marxiste, signifie la fin du Bund, par exemple, la fin du socialisme juif, qui jouait un rôle très important en Pologne. Après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a plus de Juifs en Pologne. Et donc ce marxisme juif survit, par exemple aux États-Unis, chez des exilés ou et il continue d'être vivant, actif, par exemple Marcuse à l'école de Francfort, mais ce n'est plus, disons, au cœur de cette interaction entre culture, politique et mouvements sociaux qu'était l'Europe de l'entre-deux-guerres. Et ça, c'est un changement. Et puis, il y a d'autre part la naissance de l'État d'Israël qui, évidemment, redéfinit complètement le monde juif et qui comporte un changement radical de la place des Juifs au sein du monde occidental. Une minorité qui était un peu la conscience critique de l'Occident et qui était placée aux marges, qui subissait l'antisémitisme et qui était poussée par des circonstances, ces conditions objectives d'existence, à penser contre, à penser d'une manière critique, à penser contre le pouvoir, se retrouve complètement intégré dans les mécanismes d'un ordre international qui fait de l'État d'Israël une pièce de ce dispositif de la domination occidentale. Et donc cela, évidemment, change tout. Dans un autre livre beaucoup plus récent, je dis, si on veut étudier l'histoire de la modernité juive, il faut prendre en compte cette métamorphose qui fait que la figure emblématique du monde juif pendant la première moitié du XXe siècle, c'est Léon Trotsky, c'est-à-dire un des acteurs de la révolution russe, un intellectuel cosmopolite qui
qui est persécuté par tous les pouvoirs en place et qui passe sa vie entre un pays et l'autre. Et la deuxième moitié du XXe siècle, dans laquelle la figure emblématique du monde juif devient Henry Kissinger, qui est un des stratèges de l'impérialisme américain. Évidemment, cela ne veut pas dire que les Juifs étaient tous des révolutionnaires jusqu'en 1950 et ils sont tous devenus des réactionnaires après, évidemment. Mais quand même, ces deux figures indiquent deux pôles, hein, parmi lesquels se déploie une histoire, se déroule une histoire et se produit une mutation. Il y a bien évidemment une tradition juive de pensée critique et aussi tradition marxiste juive qui existe encore aujourd'hui. On peut voir dans plusieurs pays des figures d'intellectuels, de théoriciens, de penseurs critiques juifs. Il y en a beaucoup. Évidemment, on ne pourrait pas nier cela. Mais disons qu'ils ne sont pas le produit d'un contexte qui fait des Juifs une couche intellectuelle objectivement placée dans une position extérieure au pouvoir et critique à l'égard du pouvoir. Disons que par rapport à ce premier livre, qui était ma thèse de doctorat et que j'avais commencé à écrire en 1985, quand j'étais arrivé en France avec une bourse d'études, cela fait 30 ans, plus de 30 ans. Et évidemment, je vois les choses d'une manière différente aujourd'hui. Ce livre je l'avais écrit au XXe siècle, un terme historique et pas simplement chronologique, c'est-à-dire avant la chute du mur de Berlin, avant la fin du communisme, dans un contexte historique qui n'est plus celui d'aujourd'hui. Par exemple, par rapport au milieu des années 80, le post-colonialisme on commençait à peine à parler de post-colonialisme, pas en France, dans les pays anglo-saxons. Les études subalternes venaient de naître en Inde. Les études postcoloniales commençaient à peine à prendre forme. C'était une époque où en France, par exemple, la mémoire de la guerre d'Algérie était encore une espèce de tabou. En tout cas, on était encore dans l'étape du refoulement. Bon, elle est revenue en force au devant de la scène une décennie plus tard. Donc on était dans un contexte très différent par rapport à celui d'aujourd'hui. Et par exemple, les affinités entre ce qu'on appelait la question juive et la question coloniale ou post-coloniale, à l'époque, effleuraient à peine ma réflexion. Je ne dis pas que c'était une question étrangère à ma réflexion, mais ce n'était pas une question débattue. Aujourd'hui, le problème se pose différemment. Et puis, disons, j'avais commencé à écrire ce livre comme une sorte de critique marxiste du marxisme, et comme une tentative d'appréhender les limites du
du marxisme et donc d'un courant de pensée auquel je m'identifiais pour appréhender, disons, une dimension importante de l'histoire contemporaine. Euh, mais je crois que c'est précisément ce travail qui m'a ouvert les yeux et qui m'a aidé à remettre en cause le marxisme d'une manière plus profonde, non pas pour le récuser ou pour le dépasser, mais pour instaurer une relation différente avec cette matrice de ma formation intellectuelle et politique pour comment dire, l'inscrire dans une pensée critique qui peut s'alimenter aussi d'autres traditions. Ça, je commençais à peine à le faire. Les analogies sont utiles. Les analogies peuvent éclairer, peuvent nous aider à nous poser des bonnes questions et à approfondir une analyse. Mais les analogies ne sont jamais des homologies, c'est-à-dire il faut éviter de transposer mécaniquement des questions différentes l'une sur l'autre. Et donc partir du constat, par exemple, que le monde juif et le monde musulman, le monde juif il y a un siècle et le monde musulman aujourd'hui sont deux choses très différentes l'une de l'autre qu'on ne peut pas interchanger. Hein. Ça, c'est évident. Par exemple, le monde juif, il y a un siècle, était beaucoup plus vulnérable que ne l'est le monde musulman aujourd'hui. Ce n'est pas quelques millions de personnes, mais c'est donc toute une partie du monde qui, sur l'islam, incarne des États. Donc, évidemment, cela implique disons, des différences énormes qu'il faut prendre en considération. En dépit de cela, je pense que certaines analogies peuvent être intéressantes. Je ne sais pas si on peut utiliser la même formule, mais lorsque Isaac Deutsch a parlé des juifs non juifs, pour se référer aux hérétiques du monde juif. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait parler aujourd'hui du musulman non musulman? Il y a aujourd'hui, surtout dans le monde occidental, mais il y a beaucoup d'intellectuels qui ne vont pas à la mosquée, comme les intellectuels juifs révolutionnaires dont nous parlions n'allaient pas à la synagogue, et donc qui n'ont aucun rapport avec l'islam comme religion, mais qui vivent dans un contexte, dans un environnement où ils sont constamment renvoyés à leur islamité, si on pourrait dire, si je puis dire, c'est-à-dire musulmans par le regard de l'autre, pour parler avec Sartre, et qui sont obligés d'assumer cette identité. Et je pense que ça, c'est une analogie qu'on peut établir. Et qui a toute une série d'implications en termes de reconnaissance des altérités dans les sociétés globales du monde contemporain, de définition de la dimension pluraliste d'un projet émancipateur, etc. Et bon, disons, je pense qu'il y a des affinités.
par exemple, il y a un siècle, la synagogue va disparaître, il n'y a plus que des vieux attachés à un monde qui est en train de disparaître, qui peuvent s'accrocher à des repères, à une identité de type religieux. On a assisté à une renaissance des identités religieuses dans le monde, liée aussi aux transformations de la modernité, de la post-modernité, de la globalisation. Par exemple, quand je suis arrivé en France, il y a 30 ans, j'avais des amis d'origine algérienne pour lesquels l'islam ne voulait strictement plus rien dire. C'était la religion de leurs parents. Aujourd'hui, l'islam joue un rôle dans la société française et dans les sociétés européennes, chez des nouvelles générations, disons, qui n'est plus celui des générations antérieures. Et donc, alors, cette vision, ce schéma, selon lequel la deuxième et la troisième génération effacent les origines, et donc au bout de 3 générations, les enfants d'immigrés algériens, marocains, tunisiens seront des Français comme le sont devenus les Polonais, les Italiens, etc. Ce schéma-là n'a pas marché. De même que ça n'avait pas marché la vision qui était celle de Kautsky et d'autres, selon laquelle, eh bien, avec la modernisation de l'Europe, le judaïsme aurait disparu comme un héritage du Moyen Âge. Bon, on peut, je pense, établir des analogies de ce type. Je ne sais pas si on peut parler aujourd'hui d'une question juive. Et la formule même est très ambiguë. La formule même se prête. La question juive était la formule courante au XIXe siècle. La question. Il y avait une question allemande, il y avait une question italienne, une question polonaise, une question irlandaise. Quand on parlait de questions, la question nationale au XIXe siècle définissait le problème des nations qui luttaient pour leur indépendance, pour se doter d'un État. On a commencé dans le marxisme, par exemple, à parler d'une question juive, de Kautsky à Abraham Léon, et la question juive, c'était le problème d'une minorité opprimée. Discriminés, persécutés. Et donc la question juive, c'était la question de l'oppression des juifs. Mais il y avait aussi une autre manière de parler de la question juive. C'était le commissariat aux questions juives de Vichy. La question juive, c'était le problème posé par l'existence même des juifs qui était perçu comme une sorte de corps étranger, corrupteur au sein des nations européennes qu'il fallait exclure. Et donc c'était la question juive posée par l'antisémitisme. Je pense qu'après la Deuxième Guerre mondiale, cette question juive-là n'existe plus, parce que les juifs ne sont plus une minorité, une communauté opprimée, et parce que les facteurs, ce qui fait que les juifs se reconnaissent comme tels aujourd'hui, mis à part ceux qui pratiquent la religion juive et qui vont à la synagogue, être juif aujourd'hui signifie se reconnaître comme les porteurs d'un passé, d'une histoire. Il y a derrière la Shoah d'un côté. On ne peut pas faire l'impasse sur ce passé, et donc on est juif parce qu'on est les héritiers de ce passé, ou on est juif parce qu'on a des attaches avec Israël.
C'est les deux éléments qui définissent un peu l'identité juive d'aujourd'hui. Et ça, c'est autre chose que la question juive d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a des formes de judéophobie et même de violence, on peut définir antisémites comme les juifs, qui ont des racines qui sont très différentes par rapport à l'antisémitisme d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Les formes d'hostilité vis-à-vis des juifs qu'on peut rencontrer, trouver dans les banlieues, par exemple, et qui visent une minorité identifiée à l'État d'Israël, etc., évidemment pose problème. C'est des formes de violence qu'il faut prendre en compte, qu'il faut combattre. Il y a tout un travail à faire. Non, mais évidemment, ce n'est pas une hostilité à l'égard des Juifs qui s'inscrit dans une continuité avec l'antisémitisme de l'Action française, de Brasillac, de Céline. C'est quelque chose de complètement différent. Mais en même temps, est-ce qu'on peut parler d'une question musulmane comme du problème de plusieurs millions d'Européens, d'une part, ou d'immigrés qui vivent en Europe, d'autre part, et qui sont, par la xénophobie, la montée des nouvelles formes de nationalisme, par les droites radicales, par la droite, disons, par un discours dominant, qui sont identifiés à l'islam comme un corps étranger au sein de l'Europe chrétienne, ou une minorité porteuse de pratiques sociales, culturelles, incompatibles avec... Donc, cette question musulmane-là, je pense, présente des affinités avec la question juive d'il y a un siècle, ou le fait qu'il y a un siècle, la question juive était identifiée d'une part le banquier juif de Wall Street et d'autre part le bolchevique ou l'anarchiste. Aujourd'hui, il y a un peu quelque chose d'une part, c'est l'émir qui possède des quantités faramineuses d'argent placées à la City de Londres, et d'autre part l'islamiste en reproduisant, disons, le cliché et même l'iconographie avec le couteau entre les dents. Donc il y a toute une série de correspondances de ce point de vue-là. D'une part, je pense que dans les années 60 et 70, la proximité avec la guerre et la mémoire du fascisme était très prégnante. Il y avait une prégnance de ce passé, de cette mémoire, qui favorisait un usage assez large, indiscriminé, ou un abus du concept de fascisme. Cela n'était pas spécifique à la gauche radicale allemande. Était une tendance beaucoup plus générale. Que sais-je, quand j'ai commencé à faire de la politique en Italie, c'était courant de qualifier de fasciste le régime de la démocratie chrétienne. En Amérique latine, non seulement les dictatures militaires, mais la droite était fasciste par définition. Aux États-Unis, on parlait aussi de fascisme. Donc, il y avait cette proximité avec la guerre, cet héritage aussi de l'antifascisme qui conduisait à interpréter le présent à travers le prisme du conflit entre fascisme et antifascisme. Mais si on veut
parler plus spécifiquement de la RFA, moi je ne vois pas de continuité. Parce que dans les années 30, la thèse du social-fascisme et la politique du KPD dans ce qu'on a appelé la troisième période de l'internationale communiste, c'était une manière c'était une abdication. C'était une politique extrêmement sectaire qui débouchait sur l'abstention de la lutte antifasciste. C'était une manière de ne pas se battre contre le fascisme. Alors que dans les années 60, il s'agissait de rappeler la société allemande à son passé et de poser le problème des crimes du national-socialisme dans une société qui ne voulait pas les voir. Parce que les années 60, ce n'est pas l'Allemagne du Historischer Streit où on pose la question est-ce que les crimes du national-socialisme sont constitutifs de notre conscience nationale? Est-ce qu'on peut, comment peut-on se dire allemand sans reconnaître la place que le nazisme occupe dans l'histoire de l'Allemagne, ou l'Allemagne de ce tournant du XXIe siècle dans lequel on arrive à Berlin et on trouve le Holocaust Mahnmal qui trône au cœur de la capitale. L'Allemagne des années 60 était un autre monde dans lequel on avait recyclé les anciens nazis dans la lutte contre le totalitarisme communiste, soviétique, etc. Et il y avait une gauche radicale qui posait la question du nazisme, de son héritage et de cet héritage qui avait été reçu par la RFA à sa constitution. C'est ça le problème fondamental. Et cette formule n'était pas que celle des maoïstes ou de Concrète de Ulrike Meinhof avant la création de la Rote Armee Fraktion. C'était Adorno. C'est Adorno qui, à la fin des années 50, dans un texte qui a suscité des polémiques, il dit « Le problème de l'Allemagne, ce n'est pas le danger d'un retour du fascisme, mais plutôt de la survivance du fascisme au sein de la démocratie de la RFA. » Et donc je pense que peut-être on peut discuter sur la manière avec laquelle ces positions étaient formulées à l'époque. Mais c'est une démarche qui a été la prémisse du débat des années 80 et 90 qui a fait que l'Allemagne a reconnu, a assumé son passé. Donc c'était, si tu veux, encore une fois les analogies, il faut les prendre avec des pincettes, mais c'était le ressort qui conduisait beaucoup d'intellectuels et de gauchistes allemands à l'époque à poser la question à ces termes-là, était tout à fait similaire à la manière avec laquelle, en France, on rattachait l'engagement contre la guerre d'Algérie à la guerre, à l'occupation allemande et à l'antifascisme. Donc il y avait une continuité qu'on établissait entre le combat antifasciste, la résistance, et l'engagement pendant la guerre d'Algérie pour l'indépendance de l'Algérie. Post-fascisme est une catégorie qui permet d'appréhender un processus de transition qui est en cours et dont on ne voit pas encore l'aboutissement.
le post-fascisme est une définition qui me paraît appropriée pour un ensemble de mouvances politiques, de partis, de mouvements, de courants d'extrême droite qui ont souvent des origines fascistes, c'est le cas du Front National en France, mais qui ne peuvent plus être qualifiés de fascistes selon, disons, les critères qui nous permettent de distinguer le profil du fascisme historique ou du fascisme classique. Le Front National aujourd'hui tient un discours qui est très différent par rapport à celui de ses ancêtres des années 30, parce que le Front National se dit républicain, parce qu'il utilise le langage de la démocratie, parce que le fascisme des années 30 trouvait sa raison d'être dans l'anticommunisme, et aujourd'hui l'anticommunisme n'est plus un élément structurant du paysage politique global. Le communisme n'existe plus sous la forme d'un État, d'un pouvoir, d'une menace révolutionnaire. Parce que le fascisme classique était par exemple radicalement antisémite, et aujourd'hui le Front National, de même que les extrêmes droites européennes, ne sont plus foncièrement antisémites. Je veux bien admettre que les antisémites qu'il y a en France votent davantage pour le Front National que pour le Parti Socialiste. Donc ça, c'est l'évidence même, mais on ne peut pas dire que le Front National soit antisémite. Son discours est plutôt structuré autour d'autres axes qui sont la xénophobie, le rejet de l'immigration, de l'islam, etc. Donc l'extrême droite d'aujourd'hui est autre chose par rapport au fascisme classique. Mais il y a des éléments de continuité, il y a un code génétique, il y a des origines, et il y a un processus de transition dont on ne voit pas très bien l'aboutissement. C'est pour cela que je pense que la catégorie de post-fascisme permet de définir quelque chose de nouveau, mais qui se rattache quand même à ses origines. Et donc, dans post-fascisme, il y a toujours fascisme. Mais c'est une manière de dire que ce n'est plus le vieux fascisme. Or, je préfère la notion de post-fascisme à celle de populisme ou de national-populisme, parce que la notion de populisme est galvaudée, est abusée et est très ambiguë, est source de confusion. Dans le discours médiatique, par exemple, tout est populisme. Populisme est Podemos en Espagne, populisme est Marine Le Pen en même temps, populisme est aux États-Unis. Voilà. Bon, si on lit une certaine presse, Bernie Sanders et Donald Trump sont tous les deux populistes. Alors, à ce moment-là, la notion de populisme ne signifie absolument plus rien. Et puis, bon, si on revient les mouvements ce populisme de droite dont on parle se présentent comme un rempart contre l'islamo-fascisme, par exemple. Et alors là, je pense que on risque de cautionner si on parle de populisme, et puisque c'est un populisme qui se définit contre l'islamo-fascisme, alors c'est une manière de dire, mais bon, le fascisme est fini dans ce cas-là. C'est un populisme qui n'a plus rien à voir avec le fascisme. Je pense que la notion de post-fascisme est plus pertinente, permet de garder des repères.
ils existent, ils contrôlent des centres de recherche, des laboratoires, ils publient. Et puis, disons, moi, je pense qu'il faut, honnêtement, il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. Euh, bah, Nolte, grâce à Furet, a obtenu une certaine légitimité en France. Et cela fait que, bon, peut-être Nolte, il est plus reconnu aujourd'hui en France qu'il ne l'est en Allemagne. En Allemagne, il a son groupe de disciples. Bon, maintenant, il est très vieux, il ne, il ne publie pratiquement plus. Mais, disons, il représente un courant historiographique qui, après le Historischer Streit, a été est devenu infréquentable aux yeux d'une bonne partie euh, du monde intellectuel allemand, mais qui subsiste. Mais moi, je les reconnais comme des courants historiographiques. Alors, bon, je trouve que Nolte est beaucoup plus intéressant que Furet, qui est un propagandiste, si tu veux. Mais Nolte est un auteur intéressant, évidemment, avec lequel je suis un désaccord radical. Mais les livres de Nolte, qui proposent une lecture inacceptable et très unilatérale de la crise européenne entre les deux guerres, contiennent aussi toute une série d'éléments intéressants. Alors, Nolte a tendance à réduire et à légitimer de cette manière le nazisme comme anti-bolchevisme radical, mais dans son analyse des formes de l'anti-bolchevisme nazi, bon, il nous aide à éclairer un peu l'univers mental des fascistes allemands des années 30. Comment les nazis projettent ou fantasment, dessinent une image du bolchevique. En lisant Nolte, moi j'ai compris certaines choses. Évidemment, on n'a pas besoin d'adhérer à sa grille d'interprétation et à sa méthode d'analyse pour tirer profit aussi de ses travaux. Donc, bon, oui, c'est un historien fort discutable, mais c'est un historien. Donc, Nolte n'est pas Forisson. Il n'est pas quelqu'un qui dit les chambres à gaz n'existaient pas. Il donne une explication des chambres à gaz qui est inacceptable. Mais c'est un historien. Je trouve que le concept de totalitarisme est un concept ambigu parce que il a été utilisé par tout le monde et tout le monde a sa propre interprétation du totalitarisme et donc quand on parle de totalitarisme on ne sait pas très bien à quoi on se réfère parce que bon, la signification de ce mot varie considérablement. Il est né en Italie dans les années 20 et ce sont des fascistes qui l'ont forgé. Il a été utilisé, que sais-je, par Herbert Marcuse dans les années 50 et 60 ou par socialisme ou barbarie, évidemment. Il ne voulait pas dire la même chose. Donc c'est un concept assez ambigu et que je trouve d'un point de vue historiographique inutile parce que la notion de totalitarisme met sur le même plan des régimes politiques qui ont non seulement une morphologie qui présente des caractéristiques profondément différentes, mais qui affichent une idéologie, qui ont un contenu social, qui ont des origines
qui ont un parcours, des trajectoires qui sont très différentes. Et donc, les qualifier tous de totalitarisme cache ces différences et obscurcit davantage qu'il ne clarifie l'intelligibilité historique de ces phénomènes. Cela dit, je ne récuse pas complètement la notion de totalitarisme parce que je pense qu'en termes de philosophie politique, totalitarisme veut dire quelque chose. Le livre de Hannah Arendt, le grand livre de Hannah Arendt, est très problématique sur le plan historique, parce qu'il est divisé en trois parties, l'antisémitisme, l'impérialisme et les systèmes totalitaires. Elle fait une généalogie qui est discutable parce que, par exemple, toute la deuxième partie sur l'impérialisme, qui est très intéressante, est tout à fait pertinente pour étudier la généalogie du nazisme. Elle ne me paraît pas pertinente pour étudier la généalogie de l'Union soviétique ou du communisme. Mais la définition qu'elle donne du totalitarisme comme d'une domination surgie au XXe siècle, fondée sur une osmose entre l'idéologie et la terreur, et qui aboutit à la destruction de la politique, c'est-à-dire le totalitarisme comme la tentative de créer des sociétés homogènes, monolithiques, sans aucune division du corps social, dans lesquelles toute forme de pluralisme a été anéantie, dans lesquelles il n'y a plus de politique. La politique implique l'altérité. La possibilité pour des sujets différents d'interagir dans un espace public, dans un lieu commun. Et le totalitarisme, c'est la destruction de cela. De ce point de vue-là, je pense que la notion de totalitarisme a sa pertinence et peut être acceptée. Oui, alors j'utilise la notion de guerre civile et une notion assez controversée de guerre civile européenne, qui est une notion problématique, je le dis d'emblée dans mon livre sur ce thème, parce que la théorie politique, le droit public, le droit international, donc, distingue entre la guerre et la guerre civile. La guerre est un conflit entre des États souverains et la guerre civile est un conflit au sein d'un État qui brise, pour parler avec Max Weber, le monopole étatique de la violence légitime. Or, en Europe, il n'y a jamais eu un État. Les problèmes de l'Europe contemporaine sont liés précisément. L'Union européenne n'est pas un État fédéral, c'est autre chose qu'une confédération d'États, c'est un hybride indéfinissable, c'est la domination de la Troïka, disons. Mais l'Europe de l'entre-deux-guerres n'était pas un État. Donc parler de guerre civile européenne pose problème. Mais en même temps, si on veut appréhender les conflits qui ont marqué une crise profonde du vieux monde entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il faut reconnaître que la notion classique de guerre non plus n'est pas pertinente, parce que nous sommes en présence de conflits qui dépassent les clivages entre les États, qui transcendent, disons,
euh, les conflits entre des États souverains qui cassent les États et qui débouchent sur ce qu'on a appelé une Weltanschauungskrieg, c'est-à-dire des guerres entre visions du monde, des guerres idéologiques. Et donc, la crise européenne entre les deux guerres est un ensemble de conflits. Et un ensemble de conflits qu'on peut saisir et qu'on peut, je pense, réunir sous cette définition de guerre civile européenne, qui a été utilisée par plusieurs auteurs, même si rarement a été conceptualisée. Mais la guerre civile européenne, c'est les deux guerres mondiales, c'est la guerre civile espagnole, c'est la révolution russe et la guerre civile russe, c'est les révolutions et les contre-révolutions en Europe centrale et orientale après 1918, et c'est la résistance. Donc c'est cet ensemble de conflits. C'est un cycle. C'est un cycle dans lequel s'inscrivent plusieurs guerres. Or, au cœur de cette guerre civile européenne, et surtout de sa deuxième phase, il y a le nazisme, et le nazisme est un héritier des colonialismes européens du XIXe siècle. Je pense qu'on ne peut pas comprendre la genèse, le développement et les formes de la violence nazie si on fait l'impasse sur cette filiation. Le nazisme est non seulement l'héritier, mais je dirais un peu l'aboutissement de l'histoire du colonialisme européen du XIXe siècle. Et cette filiation, qui est reconnue d'ailleurs, si on lit la littérature nazie, les discours, les textes, c'est une lecture, ce n'est pas comme étudier des textes structurés, des traités, mais c'est le discours nazi est hétérogène, fragmentaire, dispersé dans des multiples sources, des discours de Hitler, de Goebbels, aux théories de Rosenberg, aux bulletins militaires, la propagande sur le front oriental. Bon, si on essaye de reconstituer ce puzzle, cette filiation est évidente, est reconnue, est quelque chose de parfaitement assumé. Et même dans la genèse du nazisme, un terme beaucoup plus factuel, c'est-à-dire après 1918, la société des nations, bon, après, avec le traité de Versailles, l'Allemagne perd ses colonies africaines et tout ce personnel allemand qui était en Afrique, il revient en Allemagne, il s'incorpore dans le mouvement nazi. Les nationalistes qui ont combattu dans les guerres civiles dans les pays baltes, ils deviennent des nazis, et le pan-germanisme nazi se nourrit de tout cela. Dans mon livre sur la violence nazie, j'essaie de voir comment le vocabulaire, le lexique nazi reprend toute une série de formules, même de termes qui appartiennent à l'histoire du génocide des héros, du colonialisme, comme la notion d'espace vital, le Lebensraum. C'est une notion qui est au cœur de l'histoire du colonialisme européen au XIXe siècle. Et de plus, elle n'est pas que allemande. En Italie, il y a toute une littérature sur le spazio vitale et la conquête de la Méditerranée. Donc,
c'est quelque chose cette filiation est évidente et il y a vraiment quelque chose de frappant, à quel point l'immense historiographie qui existe sur le nazisme a pu faire l'impasse sur cette filiation. Jusqu'à une époque récente où c'est les études postcoloniales qui ont posé le problème et qui ont obligé l'historiographie à faire face à cela. Mais sinon, disons, si on prend tous les grands textes, il y a toujours, dans les histoires de l'Holocauste, il y a toujours un chapitre sur Madagascar. Mais le fait que la notion même métaphorisée de Madagascar appartienne à un imaginaire et à une culture coloniale, cela n'avait jamais été creusé. Jusqu'aux années 80, je dirais 90, jusqu'aux années 90, cette filiation se trouve dans les origines du totalitarisme de Hannah Arendt, c'est-à-dire un ouvrage qui a marqué la théorie politique, mais qui a été largement ignoré par les historiens, ou dans les écrits d'Aimé Césaire ou de Frantz Fanon, qui n'ont jamais été lus ou en tout cas utilisés par les historiens du nazisme. Et donc la généalogie du nazisme, c'était l'idéologie völkisch, l'histoire de l'antisémitisme, comme si l'histoire de l'antisémitisme, à une époque où se constituent des nations en Europe au sens moderne du terme, était indissociable du colonialisme. Et donc ce lien symbiotique entre antisémitisme et colonialisme a toujours été refoulé. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Eric Hobsbawm, surtout depuis sa mort. Je pense qu'il faut le reconnaître comme un des grands historiens du XXe siècle, un historien qui d'une manière souvent très anticonformiste, a toujours affiché ses attaches à la tradition marxiste, à une époque où cela pouvait apparaître comme anachronique ou un peu désuet ou certainement peu courant en Grande-Bretagne et aux États-Unis. J'ai toujours été très méfiant vis-à-vis de son stalinisme parce qu'il était un stalinien sophistiqué, intelligent et critique, mais quand même sa vision de l'Union soviétique est assez apologétique, compris dans son dernier livre. L'eurocentrisme de Hobsbawm est l'eurocentrisme de sa génération historiographique et aussi de sa génération d'intellectuels marxistes. Or, je ne dis pas que la périodisation qu'il propose dans ses livres, le XIXe siècle qui s'ouvre avec la Révolution française et qui est marqué par un tournant en 1848 et qui connaît l'émergence des impérialismes en 1875 et puis qui s'achève avec la Grande Guerre et le XXe siècle qui commence en 1914 et qui connaît une rupture en 1945 et qui s'achève avec la chute du mur de Berlin de l'Union soviétique. Alors je ne dis pas que cette périodisation serait fausse ou n'aurait pas de pertinence, mais c'est une manière de découper l'histoire
qui suppose de se placer dans un observatoire occidental et surtout européen. Et ça, il le reconnaît lui-même. Or, dans la mesure où l'Europe, au moins jusqu'à la Grande Guerre, domine le monde, cette périodisation a été souvent reçue comme un découpage naturel, allant de soi. Mais il faut reconnaître qu'il est problématique. Bien sûr, on peut se dire 1789 est un tournant et une césure qui, dont les conséquences vont bien au-delà des frontières de l'Europe. Mais 1914, si on se situe en Afrique ou en Amérique latine, n'est pas un grand tournant. Si on se situe dans un observatoire africain, le grand tournant, c'est peut-être le congrès de Berlin des années 80 qui définissent un peu les frontières du continent. Et si on se situe dans un autre contexte, que c'est pour l'Amérique latine, les deux guerres mondiales ont des conséquences, mais indirectes. On pourrait fixer bien d'autres clivages, en Asie aussi, disons, bien. Si on veut faire une histoire globale, comme maintenant on commence à le faire, il faut s'affranchir de frontières chronologiques contraignantes. Jürgen Osterhammel, qui a écrit un grand livre sur l'histoire du XIXe siècle, il refuse de dire quand est-ce que le XIXe siècle commence et quand est-ce qu'il s'achève. Parce que sinon, les observatoires qu'on adopte, eh bien, les fractures se modifient. Et même les grandes fractures qu'on peut reconnaître, les grandes césures historiques qui ont une portée globale, par exemple, 1789, la Révolution française s'inscrit dans un cycle que, par exemple, Osterhammel appelle le cycle des révolutions atlantiques, qui va de la Révolution américaine à la Révolution française à Haïti. C'est un processus de révolution qui circule. Et par conséquent, je pense qu'on peut repenser la périodisation de l'histoire si on fait de l'histoire globale. Mais encore une fois, cela ne veut pas dire que les livres de Hobsbawm soient inutiles ou ne nous aident pas à interpréter le passé. Mais il faut savoir qu'ils sont écrits en adoptant ce point de vue. Mandel avait une vision globale. Or, le problème de Mandel, c'est que il était un très grand penseur et, à mes yeux, n'était pas qu'un économiste. Il était un penseur marxiste dans la tradition du marxisme classique. Il était un économiste comme Rosa Luxembourg était une économiste. Elle était aussi une dirigeante politique, une analyste politique, une historienne politique. Mandel n'a pas écrit que sur l'économie. Mais alors le problème d'Ernest Mandel, c'est que il appartient à une génération, et je dirais plus en général à un cycle de l'histoire de la pensée marxiste qui est un cycle qui s'est clos. Et c'est un des penseurs qui ont essayé de renouveler le marxisme classique
après la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est confronté à d'autres courants de pensée, bien évidemment toute une série d'écoles de l'économie politique ou de la pensée économique, mais en partie l'école de Francfort, certains courants de la sociologie contemporaine, mais disons, il a essayé de développer une lecture du XXe siècle, du monde dans lequel il vivait, en renouvelant les catégories du marxisme classique, c'est-à-dire une pensée fondée sur l'analyse tout d'abord des structures économiques, des conflits politiques, des conflits sociaux, et je dirais une pensée qui, dans la meilleure tradition du marxisme classique, était indissociable de l'action. C'est-à-dire c'était une pensée stratégique. Il fallait analyser la réalité pour intervenir politiquement dans la réalité. Et son travail de penseur, d'économiste, d'analyste était indissociable de son rôle politique de dirigeant de la 4e internationale. Donc tout cela fait, comment dire, la force d'Ernest Mandel. Moi je l'ai connu à l'époque où il était le dirigeant de la 4e internationale, il avait une aura, un charisme, comment dire, c'était cette figure d'un grand dirigeant politique qui était en même temps un grand théoricien, et c'était fascinant. On avait l'impression d'avoir un guide. Et puis, tout à coup, après 1989-90, son œuvre est apparue soudainement obsolète. Mis à part quelques livres, à chaque fois qu'on reprend en main ces travaux, ils apparaissent très datés en termes de langage, en termes c'est une pensée stratégique qui avait sa pertinence à l'époque de la révolution cubaine, de la guerre du Vietnam, de mai 68, mais qui aujourd'hui ne nous parle plus, comment dire, et donc je trouve qu'il faut redécouvrir Ernest Mandel et son œuvre, mais à partir d'un travail d'historicisation qui le replace dans son époque. Et ça n'a pas encore été fait. Je pense qu'on pourra le faire plus tard. Il y a, que sais-je, Friedrich Jameson reconnaît en Mandel un de ses inspirateurs. Il y a beaucoup de choses à apprendre, disons, Ernest Mandel. Mais, comment dire, l'obsolescence, entre guillemets, de son œuvre est liée aussi au fait que, après 89, il est mort en 1995, il est resté farouchement attaché à ces schémas, alors que visiblement, comment dire, il ne fonctionnait plus. Je pense qu'on les trouve même sur YouTube, les débats en 1989, après la chute du mur, la télévision allemande l'invite à des débats sur le futur de l'Allemagne, et devant un public médusé, il explique qu'avec la chute du mur de Berlin, l'Allemagne va redevenir le cœur de la révolution européenne, comme il avait été en 1918, et que après la longue parenthèse du nazisme et la chute du mur, c'est la fin d'un cycle cumulatif de défaites qui avait commencé en 1933
et c'est le réveil de la classe ouvrière allemande comme la force motrice de la révolution européenne. Évidemment, ce n'était pas ça qui était en train de se passer en Allemagne à l'époque, où sa vision de la crise du régime soviétique comme le conflit entre les forces, non, si j'ai bonne mémoire, il y avait la fraction de la bureaucratie qui œuvrait pour restaurer le capitalisme et une autre fraction qui incarnait la révolution politique. Bon, il se faisait des illusions. Il avait perdu un peu le contact avec la réalité. Et donc, tous ces derniers livres qui véhiculaient des analyses discutables, fausses, et qui véhiculaient des illusions. D'ailleurs, je crois que Daniel Ben Saïd, dans son autobiographie, il parle d'Ernest Mandel comme de quelqu'un avec lequel il était devenu difficile de discuter au début des années 90, et cela a peut-être nuit à la postérité de son œuvre, a fait que, bon, il faudra attendre un moment pour le redécouvrir. Mais on pourra le redécouvrir comme on lit aujourd'hui, je ne sais pas, Rosa Luxembourg, ou Lénine, ou Trotsky, c'est-à-dire comme des auteurs qui ne seront pas des contemporains avec lesquels discuter sur ce qu'il faut faire, comme des auteurs qui appartiennent à une autre époque. Moi, j'ai découvert Benjamin encore, je crois, au tout début des années 80. J'étais très jeune, j'étais encore en Italie à l'époque. Et puis j'ai commencé à travailler sérieusement sur Benjamin quand je suis arrivé en France, et j'ai suivi les séminaires de Michael Löw, qui est un autre penseur marxiste qui est un peu mon Doktorvater, comme on dit en Allemagne, parce qu'il a dirigé ma thèse et il m'a un peu introduit à l'étude, une étude plus approfondie et plus systématique de l'œuvre de Benjamin. Mais je pense que donc j'ai subi la fascination de ce penseur comme beaucoup d'autres à l'époque, mais Benjamin a été pour moi un peu une planche de salut, si tu veux. C'était une époque où on parlait beaucoup de la crise du marxisme. C'était une époque de recul des mouvements, de reflux des mouvements sociaux, politiques. Euh, et, alors c'était une conjoncture intellectuelle dans laquelle il y avait deux grandes figures qui dominaient un peu le débat et qui ont rempli un rôle assez différent, je trouve. D'une part, il y avait Hannah Arendt. Il y a eu, dans les années 80, la grande découverte de Hannah Arendt. Et Hannah Arendt a été découverte comme l'auteur qui a permis en italien on dirait de traghettare, de transborder un groupe d'intellectuels du marxisme vers autre chose qui n'était pas... bon, il y avait les anticommunistes, il y avait ceux qui suivaient la mouvance des nouveaux philosophes qui passaient du marxisme à une forme de humanitarisme anticommuniste. Mais il y avait aussi toute une série de penseurs qui se retrouvaient un peu dans la nature et qui se sont accrochés à Hannah Arendt, chez laquelle ils ont trouvé
une forme de républicanisme qui n'était pas le libéralisme classique, mais une forme de républicanisme qui leur permettait d'abandonner le marxisme sans devenir des anticommunistes au sens traditionnel de l'anticommunisme de la guerre froide, des néoconservateurs. Bon. Benjamin était le penseur qui nous a aidés à surmonter, disons, la crise du marxisme, tout en gardant une perspective, comment dire, émancipatrice, utopique et radicale. Alors, pour ceux qui ont redécouvert ou découvert Benjamin comme penseur politique ou comme philosophe de l'histoire qui suggérait aussi une philosophie politique. Parce que la lecture de Benjamin dominante encore aujourd'hui est surtout esthétique. Benjamin a été découvert comme un critique littéraire, un critique de l'art, mais pas comme un philosophe, mais pas comme un penseur marxiste, par exemple. Les lectures marxistes de Benjamin étaient à l'époque très très limitées. Or, Benjamin n'est pas un auteur qu'on puisse utiliser comme... ce n'est pas Ernest Mandel. Ce n'est pas un auteur qui systématise une théorie et qui offre des clés d'analyse de la culture, de l'histoire, de la politique. Benjamin offre une vision de l'histoire, suggère une vision de l'histoire qui est radicalement antipositiviste, qui est nourrie aussi de toute une tradition qui est celle du messianisme juif qui n'est pas marxiste, et qui nous aide à penser l'histoire comme un processus ouvert, radicalement anti-téléologique, qui repense l'émancipation comme rédemption des opprimés et donc comme processus chargé de mémoire qui permet de racheter les vaincus de l'histoire. Je pense que cela a pu aider une génération qui devait faire le deuil des révolutions perdues, tout en gardant le cap, tout en reconnaissant une défaite subie sans capituler devant le pouvoir. Et donc a été un auteur qui a permis de repenser l'histoire et de repenser aussi nos catégories analytiques, de repenser un processus d'émancipation comme quelque chose qui n'est pas naturellement inscrit dans l'histoire, mais comme quelque chose qu'il faut construire et qu'il faut bâtir un contre-courant. Or, Daniel Ben Saïd, pour moi, est un de ceux qui ont systématisé, si tu veux, cette relecture de Benjamin, puisqu'il a écrit un livre sur Benjamin en 1990, et il a fait de Benjamin l'auteur avec lequel il a instauré un dialogue qui lui a permis de passer du XXe au XXIe siècle. Et je pense que la lecture de Benjamin a accompagné une mutation du rôle de Daniel Ben Saïd dans la société française, dans la culture, et aussi dans le marxisme. En France, il est devenu un passeur, je le définis comme cela, un passeur entre les générations, parce qu'il est celui qui a essayé d'établir un pont et de nouer un dialogue entre une génération qui était la sienne, celle de mai 68, et les nouvelles générations qui se sont radicalisées ou qui ont découvert la politique à partir des années 90.
et comme un passeur entre des courants de pensée. Il a reconnu, même s'il ne l'a jamais dit d'une manière très explicite, que le marxisme tel qu'il le revendiquait, qu'il le pensait et qu'il l'utilisait, le marxisme de Mandel finalement, n'était plus à la hauteur des enjeux du XXIe siècle et qu'il fallait le renouveler, que toute une série de catégories étaient obsolètes, les trois secteurs de la révolution mondiale, ou une certaine vision messianique de la classe ouvrière comme le sujet autour duquel se structurent des alliances, etc., ou une vision de la révolution dans les pays du socialisme. Tout ce débat-là, une certaine vision de l'impérialisme et tout un ensemble de catégories qui étaient devenues obsolètes et qu'il fallait renouveler, et aussi la compréhension de la nécessité d'établir un dialogue avec d'autres courants d'une pensée critique qui n'était pas celle du trotskisme ou du marxisme révolutionnaire au sens de Mandel, et qui était nécessaire, qu'il fallait, par exemple, redécouvrir toute une tradition libertaire de la pensée anarchiste. De ce point de vue-là, il y a le travail qu'a fait Daniel Ben Saïd en France est tout à fait parallèle, me semble-t-il, à celui que sais-je, de Benedict Anderson aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, bref, il y a toute une série d'autres penseurs qui ont pu jouer un rôle analogue, et aussi un passeur entre expériences différentes. Daniel Ben Saïd était aussi un dirigeant de la 4e internationale, donc c'est quelqu'un qui voyageait beaucoup, qui a essayé de transmettre en France des expériences d'Amérique latine, par exemple, et vice-versa. Donc il y a eu un travail de transfert culturel, théorique, et aussi d'expérience pratique qui me semble précieux. Et je crois que Benjamin l'a aidé dans ce travail de dépassement d'une tradition, mais au sens presque d'une Aufhebung hegelienne, c'est-à-dire le dépassement sans renier. Daniel Ben Saïd n'a jamais renié la LCR des années 70. Mais il a parfaitement compris qu'on ne pouvait pas construire une force révolutionnaire dans la France des années 90 ou 2000 en perpétuant tout simplement la LCR, qu'il fallait la réinventer quelque chose de nouveau. Donc de ce point de vue-là, pour moi les deux ont été très importants. Et je vois le thème dans mon dernier livre qui va paraître, il y aura un chapitre sur Daniel Ben Saïd et Walter Benjamin. Je pense qu'il y a une résonance entre ces deux auteurs qui tient aussi à leurs époques. Ils ont vécu dans deux époques très différentes l'une de l'autre. La Deuxième Guerre mondiale et la chute du mur de Berlin, ce n'est pas la même chose. Mais je crois que dans l'histoire du XXe siècle, c'est les deux moments où la conscience d'une défaite historique des mouvements révolutionnaires s'est manifestée de la façon la plus aiguë. Benjamin écrit ses thèses sur le concept d'histoire entre le pacte germano-soviétique et l'occupation de la France, à un moment où tout semble perdu et où l'Europe semble dominée par la croix gammée, et où
On a même l'impression que l'Union soviétique s'est alliée avec l'Allemagne nazie et n'est pas engagée dans la lutte contre le fascisme. Donc c'est le moment où on a le sentiment de vivre un cataclysme, une défaite historique. Et après la chute du mur de Berlin, il y a eu pendant un court moment, le moment où Ernest Mandel fantasmait sur une révolution européenne qui aurait son épicentre en Allemagne, mais très vite, on a compris que la fin de l'Union soviétique, c'était quelque chose qui allait bien au-delà de la fin d'un régime politique qui était celui du socialisme réel, une dictature, mais c'était la clôture d'un cycle qui était celui des révolutions du XXe siècle. Des révolutions qui avaient un modèle, qui avaient un paradigme qui était né en 1917, un paradigme militaire de la Révolution. Alors ce cycle se clôturait définitivement, on entrait dans autre chose. Et c'était un cycle qui ouvrait des possibilités. Donc la fin de ce cycle ouvrait des possibilités, mais c'était quand même un cycle qui se clôturait avec une défaite historique. Et je pense que la résonance entre l'œuvre de Benjamin et celle de Daniel Ben Saïd tient à cette conscience partagée. Et disons, c'est une résonance entre deux temporalités historiques. En même temps, disons, presque au même moment que son livre sur Benjamin, Daniel Ben Saïd écrit son livre sur Jeanne d'Arc, qui est un livre un livre de deuil, disons, qui est un livre sur les deuils le deuil de la Révolution, d'une certaine façon. Donc, ces deux auteurs m'ont beaucoup aidé à entrer dans le XXIe siècle. C'est un livre sur la culture de la défaite et sur la mélancolie comme une dimension de l'histoire du marxisme, comme une dimension de l'histoire des mouvements révolutionnaires au-delà du marxisme. Le deuil des révolutions échouées, des camarades perdus, des défaites essuyées, le deuil de la perte, disons, la mélancolie qui découle disons, de cet attachement à un objet, de cet amour pour un objet qui n'existe plus, qui est perdu, qui est comme une dimension de l'histoire des mouvements révolutionnaires. Parce que l'histoire du socialisme, l'histoire du marxisme est l'histoire El cielo por asalto, on dit en espagnol, qui est une très belle expression, la conquête du ciel, de cet élan utopique vers la révolution, changer le monde, changer de société, changer de civilisation, et c'est une tentative qui se répète et qui, dans la plupart des cas, se termine par une défaite. Et alors cette dimension mélancolique a été souvent refoulée par cette téléologie utopique. C'est-à-dire, bon, on reconnaît toujours la défaite, mais la défaite n'est qu'une étape qui va consolider la marche vers
vers le futur. Et j'ai essayé de rendre explicite cette dimension qui est consubstantielle, qui est intrinsèquement liée à l'histoire du marxisme et qui n'a pas été reconnue comme telle jusqu'à présent.